TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion Le Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 1. Au menu cette semaine, on revient sur les consignes d'équipe, est-ce une bonne ou une mauvaise chose, ainsi que sur la 1000e course du championnat du monde de Formule 1, ainsi que les festivités ratées et pourquoi elles étaient ratées. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Alors commençons avec un sujet toujours chaud dans l'univers de la Formule 1, les consignes d'équipe. Et c'est grâce à qui qu'on en parle encore? Grâce à Ferrari. Merci beaucoup Ferrari. Alors rappelons les faits. Lors du Grand Prix d'Australie, à Melbourne, Charles Leclerc revenait ainsi sur Sébastien Vettel en fin d'épreuve, mais l'ordre lui fut intimé de rester derrière son coéquipier. Pourtant, Leclerc était rapide. 2 semaines plus tard, au Bahreïn, le Monégasque partit en pole position. Vettel le surprit au départ, mais plus rapide que Vettel, Charles Leclerc demandait l'ordre de le dépasser. Le muret des stades refusa, mais Leclerc n'obtempéra pas. Il allait gagner son premier Grand Prix en carrière, mais un problème de moteur l'en empêcha, et c'est Lewis Hamilton qui repartit avec les grands honneurs. À Shanghai, Charles Leclerc, 3e, fut prié de laisser passer Sébastien Vettel, censé avoir un meilleur rythme que lui pour attraper les Mercedes, ce qui fut loin d'être évident. En conséquence, la course du jeune pilote Ferrari fut ruinée par une stratégie douteuse et il ressortit lors de ses arrêts au stand plus de 10 secondes derrière Max Verstappen. La stratégie de la Scuderia Ferrari a été longuement décriée par ses partisans ainsi que de nombreux experts. Pourtant, le nouveau directeur sportif de Ferrari, Mattia Binotto, l'avait clairement dit. Avant le début de la saison, en cas de nécessité, la Scuderia Ferrari privilégierait Sébastien Vettel à Charles Leclerc et donnerait des consignes d'équipe en ce sens. Au final, est-ce une bonne chose? En général, je pense que ça l'est, mais Ferrari devrait arrêter ça dès le prochain Grand Prix. On reviendra sur le cas de la Scuderia un peu plus tard, mais tout d'abord, pourquoi les consignes d'équipe sont un mal nécessaire en F1? La principale raison est que la Formule 1 compte 2 championnats officiels, celui des constructeurs et celui des pilotes. Si les fans vont se concentrer sur celui des pilotes, parce que c'est un championnat individuel, il ne faut pas oublier celui des écuries, ce qui va privilégier l'intérêt collectif à celui personnel. Une équipe va, comme un pilote, user de toutes les tactiques autorisées par les règlements pour obtenir le titre suprême, qu'elle soit en accord avec le fameux esprit du sport automobile ou non. Les consignes d'équipe sont ces tactiques qui sont clairement autorisées par la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, depuis 2011, mais elles ont existé de manière déguisée au fil des ans. L'idée principale est bien sûr d'aider le leader désigné à marquer le plus de points possible et d'en priver à quelques du rival, mais c'est logique dans une lutte pour le championnat, surtout si ça peut se jouer à très très peu de choses, par exemple lors du dernier Grand Prix de la saison où tout va se décider. Or, si le second pilote n'a pas sa place dans le combat et que la victoire peut être pénalisante pour son équipier, c'est là où on va utiliser les consignes d'équipe. Bien sûr, ce serait plus sympa, sportif, de laisser les 2 pilotes se battre pour l'ultime trophée, au lieu de voir une hiérarchie tout arrangée. Mais quand même, on parle des meilleurs pilotes au monde, donc ils ont les conseils, toutes les tactiques possibles données par leurs écuries pour avoir une lutte sans la moindre difficulté, sans le moindre problème. Mais attention, l'erreur est quand même humaine, autant pour les petits que pour les grands. Alors, la volonté de surveiller ses arrières vont permettre d'éviter n'importe quel contact préjudice à la lutte au championnat et aussi à l'image de marque. En plus, on se souvient plus du pilote champion de la saison que de l'écurie championne.
Par exemple, on va beaucoup parler de l'acquisition du titre raté de très peu par Felipe Massa en 2008, au départ de Lewis Hamilton, que le fait que Ferrari ait été sacrée championne des constructeurs cette même année. Idem en 1999, quand Mika Häkkinen de McLaren avait battu Eddie Irvine sur la Ferrari, mais la Scuderia avait remporté le titre des constructeurs. Attention! Les consignes d'équipe existent depuis plusieurs décennies. Le premier exemple qu'on peut vous donner, c'est lors de la dernière course de la saison 1956. Le pilote britannique Peter Collins avait cédé sa Ferrari à Juan Manuel Fangio qui avait abandonné lors de la même course. Pourtant, Collins était deuxième, avec Sir Stirling Moss devant. Donc, virtuellement, il était champion du monde. Et c'est là où il y a eu le plus grand sacrifice de l'histoire de la F1, mais aussi le plus grand sacrifice personnel de la part de Collins. Il a cédé son volant à Fangio qui terminera deuxième, et allait obtenir son 4e titre sur 5, alors que Peter aurait pu avoir le titre. Dans le temps, les pilotes pouvaient se partager le même véhicule, faire des relais, comme on le voit par exemple lors des courses d'endurance. Après la course, Collins avait dit qu'il avait encore tout le temps, parce que Fangio avait 40 et quelques années lorsqu'il a obtenu son 4e titre. Malheureusement, Collins n'a pas eu le temps, puisque 2 ans plus tard, il a perdu la vie lors du Grand Prix d'Allemagne 1958, alors qu'il menait la course. Autre exemple frappant, en 1964, John Surtees, sur Ferrari, a pu remercier Lorenzo Bandini de l'avoir laissé passer au dernier tour du Grand Prix du Mexique. Il lui fallait en effet une 2e place minimum pour sécuriser assez de points face à Jim Clark qui avait abandonné en raison d'un problème mécanique et Graham Hill qui avait été percuté par Bandini lui-même. Alors ce dernier était clairement le pilote numéro 2 de Ferrari et il assumait totalement ce rôle. 3 ans plus tard, Jim Clark et Graham Hill furent sommés par Colin Chapman de respecter un pacte de non-agression lors du Grand Prix des États-Unis de 1967. Le lieu n'était pas choisi par hasard, c'est Ford qui fournissait les moteurs à Lotus qui avait exigé, afin de voir les 2 Lotus frapper du logo de Ford ovale, l'emporter sans la moindre difficulté à la maison, c'est-à-dire aux États-Unis. On avait désigné un vainqueur d'office par pile ou face, et le perdant aurait droit au retour d'ascenseur pour la prochaine course. Pourtant, ni Hill ni Clark n'étaient connus pour avoir un gros ego ou avoir un pilotage agressif. Nul doute que les 2 champions auraient pu garantir le doublé sans le moindre souci. Néanmoins, la Lotus était très fragile et elle a presque manqué de donner raison à Ford puisque les Britanniques avaient signé un doublé avec 2 monoplaces proches de l'abandon. Ironiquement, le pacte de non-agression avait été annulé par Chapman. Pourquoi? Parce que Hill, qui avait remporté la mise, avait connu des problèmes d'embrayage jusqu'au point de ralentir Jim Clark et d'en faire une proie facile pour les adversaires directs. Alors pour assurer la victoire, il fallait donc ne pas respecter les consignes. Parlant de modèles de pacte de non-agression, il y en a eu quelques années plus tard, suivant l'histoire de 67. Chez Tyrrell, on avait Jackie Stewart et François Sévère en 73. Il y avait Mario Andretti et Ronnie Peterson en 78 avec Lotus. Et un an plus tard, Jody Scheckter et Gilles Villeneuve en 1979 chez Ferrari. Dans les cas, Sévère, Peterson et Villeneuve ne fit aucun nombre au leader pour le titre, parfois avec une consigne autant implicite qu'explicite, parce que leur statut de 2e pilote était défini à l'avance. Il y a aussi le cas où le pilote va se sacrifier pour aider son coéquipier à amasser le maximum de points. Par exemple, en 1999, lors du Grand Prix de Malaisie, Michael Schumacher, qui revenait d'une blessure à la jambe subie à Silverstone, ne fit pas que laisser passer Eddie Irvine. Il bouchonna aussi Häkkinen, qui se battait avec Irvine pour le championnat des pilotes. Notez que Schumacher, évidemment avec le nombre de courses qu'il a ratées entre Silverstone et Malaisie, n'était plus dans la course au titre. Mais cela s'appliquait aussi entre écuries adverses. Lors du Grand Prix d'Europe 1997, à Jerez, en Espagne,
Le pilote argentin Norberto Fontana de Sauber restait devant Jacques Villeneuve alors qu'il avait un tour de retard. Le but était pour aider Michael Schumacher sur Ferrari à gagner le championnat. En échange de ce service, Fontana allait recevoir un volant permanent en Formule 1, gracieuseté de Jean Todt, qui avant était le directeur sportif de la Scuderia Ferrari. Évidemment, il allait obtenir un volant dans une autre équipe si la mission fonctionnait. Malheureusement, Villeneuve s'est emparé du titre et Fontana, on l'a presque plus revu en fait en F1. Mais revenons au gel de position. Cela peut être utile aussi quand vous désirez inscrire un doublé historique. C'était le cas de Jordan, aujourd'hui devenu Racing Point, lors du Grand Prix de Belgique 1998. Damon Hill, alors en tête de cette course folle, conseilla à Eddie Jordan de geler les positions pour sécuriser un doublé miraculeux et avec les conditions météorologiques où il pleuvait fort, il y a eu un carambolage monstre lors du premier tour, premier départ aussi, et où Michael Schumacher a tapé David Coulthard qui avait un tour de retard. On pouvait comprendre le champion de 96 de demander le gel de position. Alors, le clan de Ralf Schumacher, coéquipier de Hill, demanda au pilote allemand et frère de Michael de garder sa deuxième place, ce qu'il fit malgré tout. Au final, le pari de Hill a fonctionné et Jordan enregistra la première de 4 victoires en Formule 1. Pour moi, il existe une situation où les consignes d'équipe sont absolument précieuses. Favoriser un pilote pour le championnat des pilotes. J'ai évoqué le cas de Irvine et Schumacher en 99, mais le scénario du Grand Prix d'Allemagne 2010 était parfait. Un an presque jour pour jour après avoir reçu un ressort sur le casque, le mettant KO pour le restant de la saison 2009, Felipe Massa menait la course d'Hockenheim devant son coéquipier Fernando Alonso sur Ferrari et Sébastien Vettel sur Red Bull. Cela aurait pu être un conte de fées si Massa avait remporté ce Grand Prix, comme on l'avait avec Robert Kubica au Grand Prix du Canada en 2008. Mais non. Son ingénieur de piste chez Ferrari, Rob Smedley, lui dit cette fameuse phrase « Fernando est plus rapide que toi ». En anglais, « Fernando is faster than you ». En lisant entre les lignes, il s'agissait d'un message pour lui dire de céder les commandes à Alonso. Cela avait clairement fait mal à Massa, puisque c'est l'Espagnol qui remporta le Grand Prix, mais c'était la bonne décision. Pourquoi? Parce que cela avait permis à Alonso de rester dans la course au titre à Abu Dhabi, qu'il perdra gracieuseté de Vitaly Petrov. Je le répète, il faut savoir maximiser les points au bon moment. L'autre exemple notable est l'an dernier avec Valtteri Bottas. Je me souviens lors du Grand Prix d'Allemagne, Bottas fut prié de rester derrière Lewis Hamilton alors que Sebastian Vettel, alors en tête, avait abandonné. Bottas et Hamilton se battaient pour la tête, mais le pit wall de Mercedes dit à Bottas de garder les positions. Et Bottas avait obtempéré. Hamilton, parti de la 14e place, remporta la course et prit 25 points de plus et mena le championnat. Aussi, à Monza, alors que Vettel avait effectué un tête-à-queue, Bottas était resté en piste sur une stratégie différente à celle d'Hamilton pour bloquer Raikkonen afin qu'Hamilton puisse rattraper le Finlandais de la Scuderia Ferrari et ainsi prendre l'épreuve. Ce fut un succès. Et l'autre exemple le plus frappant, le constat le plus frappant même, c'est en Russie. Bottas menait, était parti en pôle, mais fut demandé de laisser passer Lewis Hamilton, le fameux Valtteri It James, afin que Hamilton récolte 7 points de plus que Vettel, qui était 3e. Si ça n'a pas plu autant à Bottas qu'à Hamilton, qui voulait gagner de manière plus loyale, donc c'est-à-dire une bataille entre lui et Bottas, Toto Wolff avait dit ceci: « Je préfère être le méchant plutôt que l'idiot de service, puisqu'en effet, à ce stade-ci de la saison, quand il reste quelques courses, il ne faut pas prendre de risques. » Et cela a fonctionné, puisque Hamilton est devenu champion lors du Grand Prix du Mexique. Pour revenir à Ferrari en 2019, l'usage de consignes d'équipe aussitôt dans la saison est risqué et je dirais même inutile. On va se le dire, Vettel est le numéro 1 assuré et assumé chez Ferrari. Mais Leclerc sait se montrer plus rapide que l'Allemand. Je trouve que c'est précoce parce que cette année, la Scuderia compte sur 2 pilotes ultra rapides. Désolé Kimi. Mais il n'y a pas encore
en piste une vraie hiérarchie établie. Puisqu'on l'a vu dans presque tous les cas, Leclerc a été un peu plus rapide que Vettel en course. Mais Ferrari l'a calmé un petit peu. Or, en ce faisant, Vettel s'est permis de dire qu'il était vite, alors que ce n'était pas le cas en Chine. Au lieu de finir 3 et 4, Ferrari a terminé 3 et 5, avec Max Verstappen brouillant les cartes. Si le dépassement de Verstappen avait fonctionné sur Vettel, le cheval cabré se serait contenté d'un 4 et 5, perdant ainsi un podium. Entre-temps, je peux comprendre Mattia Binotto, le directeur sportif de Ferrari, de faire l'usage de consignes, puisque l'année dernière, Ferrari, à l'inverse de Mercedes, n'avait pas fait l'usage de consignes d'équipe pour maximiser les points pris par Sebastian Vettel, qui était le pilote le mieux placé au championnat. À Hockenheim, Vettel était par exemple resté bloqué durant 2 tours derrière Kimi Räikkönen qui était sur une autre stratégie. Alors, Jack Clear est venu à la radio pour dire à Räikkönen, en bécaillant, Kimi, peux-tu laisser passer Sébastien? Et Räikkönen avait dit, si vous voulez que je le laisse passer, dites-le-moi de manière plus claire. Donc, Räikkönen voulait obtempérer, mais c'était un peu confus. Et en plus de ça, Hamilton était en train de revenir graduellement de sa 14e place. Et la suite, on la connaît, Vettel a eu un accident alors qu'il menait la course. Monza, par contre, ce fut la course la plus révélatrice. En qualification, c'est là où l'aspiration est décisive parce que vous gagnez quelques centièmes supplémentaires, quelques kilomètres à l'heure de plus. Logiquement, Sébastien Vettel était devant, il était derrière. Donc, Vettel a signé le 2e temps et c'est Räikkönen qui a obtenu la pole position et de surcroît le tour le plus rapide de l'histoire de la Formule 1. Et Vettel évidemment était vraiment frustré et il a lancé un incisif "We speak later", on va se parler plus tard à la radio. Et les conséquences de ce loupé se sont payées vraiment cher en course, puisque Vettel fut dépassé par Hamilton au départ et se sont accrochés. Vettel a fait un tête à queue et est réparti en fond de peloton. Entre-temps, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Hamilton a dépassé Räikkönen pour aller gagner l'épreuve devant les tifosi, ce qui a fait mal aux partisans et à l'écurie en premier. Donc, il y a eu beaucoup de points gaspillés alors que l'Allemand, et non Räikkönen, était en lice pour le titre. Donc, cette saison, je comprends que Binotto veut miser sur l'expérience de Vettel pour se retrouver tout de suite devant Hamilton et Mercedes, parce que, on l'a vu lors des essais privés à Barcelone, la Ferrari est rapide que la Mercedes. Mais je trouve qu'en termes de consigne d'équipe, en 3 courses, il en a abusé. J'ai peur que ça crée un climat malsain au sein de la Scuderia, parce que Charles Leclerc aura le sentiment légitime d'être injustement privé de bons résultats. Comme on l'a vu un peu en Chine, il était frustré et voulait des explications de la part de son équipe. C'est donc la cohérence et l'unité de toute l'équipe Ferrari qui pourrait être affaiblie déjà après avoir perdu une possibilité de rester dans la course au titre à cause d'erreurs de Vettel. Même Toto Wolff, qui a utilisé les consignes d'équipe l'année dernière, partage un peu mon avis. Et je le cite, « Quand vous commencez à faire ce genre de choses, cela peut devenir très compliqué à gérer parce qu'il faut toujours se justifier ensuite. Pourquoi c'était la bonne décision à cet instant? Vous vous exposez à des problèmes et vous risquez des appels radio de vos pilotes à chaque course et qu'à chaque fois, l'un des deux dit qu'il est plus rapide que l'autre. À un moment donné, il faut savoir équilibrer les choses. Si Charles Leclerc continue de mettre autant de la pression à Sébastien Vettel, c'est sûr que Ferrari devra laisser aller ses pilotes, à condition que ça ne finisse pas comme avec Rosberg et Hamilton entre 2014 et 2016, où les deux se sont battus jusqu'à même s'accrocher et abandonner, donnant à Mercedes 0 point. Pour nous les fans, c'est moche de voir des consignes d'équipe, quand on veut voir les pilotes avec presque la même voiture se battre. Mais les écuries veulent, et je mets l'accent sur ce mot, avant tout, gagner. Elles veulent avant tout gagner. Or, elles vont s'y prendre de n'importe quel moyen, légal bien sûr, pour y arriver. Je peux comprendre les amateurs d'être déçus de la Scuderia, vu que Leclerc est devenu un favori de la foule, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions, malheureusement et heureusement. En bref, qu'on le veuille ou non, les consignes d'équipe sont là pour y rester. Passons maintenant au deuxième et dernier sujet de cet épisode,
est-ce que les festivités du Grand Prix de Chine valaient la peine? Parce que la fin de semaine dernière, c'était la 1000e course du championnat du monde de Formule 1. Entre-temps, entre Bahreïn et Chine, il y a eu tellement de discussions à savoir est-ce que c'était vraiment la 1000e course du championnat du monde de Formule 1. Parce que entre 1950 et 1960, il y a eu 11 courses des 500 000 d'Indianapolis disputées sous les règles techniques et sportives de la Formule 1 et 15 courses entre 52 et 54, si je ne me trompe pas, disputées sous les règles de la Formule 2. Donc, en principe, si on fait le calcul, le Grand Prix de Chine aurait été la 974e épreuve officielle du championnat du monde de Formule 1. Mais ça, ce sont des détails, parce qu'on peut pas revenir avec l'histoire, les résultats ont été entérinés. Mais il y a eu tellement de questions à savoir, est-ce que Shanghai était la place parfaite pour accueillir un Grand Prix avec une telle importance? Parce que entre 1950 et 2019, 1000 courses, ça se fête. Il y a eu des rumeurs confirmées comme quoi Silverstone avait été approché pour accueillir la 1000e course, puisque le 13 mai 1950, la course numéro 1 a eu lieu sur cette même piste. Mais pour éviter le fiasco de 2000 où la course fut déplacée de juillet en avril, avec la température typique dans l'Angleterre où il a plu, il y a eu toutes sortes de boue, les conditions étaient difficiles pour se rendre au circuit. Bon, ça a changé en 19 ans, mais pour une question de logistique, Silverstone a refusé. Mais bon, ce qui est fait est fait. Shanghai, c'est la 3e course. Ça a donné en fait que c'était la 1000e course du championnat du monde de Formule 1. Ça aurait été souhaitable de boucler la boucle à Silverstone, ou bien même, si ce n'était pas le cas, dans une course en Europe où les racines ont été bien ancrées dans l'univers de la Formule 1. Mais que vous voulez, c'est un championnat du monde, ça doit être international. Mais pour revenir aux festivités, j'ai été très déçu en fait, parce que il n'y a pas eu grand-chose, en fait. Pas grand-chose. En piste, je devrais dire. Parce que sur les médias sociaux, ça s'est très bien passé. Entre le Grand Prix de Bahreïn et de Chine, il y a eu beaucoup de contenu relié à la 1000e course pour nous expliquer l'histoire de la Formule 1 entre 1950 et aujourd'hui. Même 5 minutes avant le début de la course, on a eu une petite vidéo d'introduction avec des images saisissantes et importantes qui ont marqué les 1000 courses, les 999 courses de la Formule 1. Mais c'est tout. En piste aussi, on a eu la Lotus 49B, conduite par Damon Hill en fait, en piste, avec laquelle son père a remporté le Grand Prix de Monaco de 1969. C'est tout ce qu'on a vu en piste comme voiture historique. Parce que il y a eu dans le paddock des casques ayant appartenu à des pilotes, des légendes, mais aussi on a eu 3 voitures qui étaient là. La Lotus que conduisait Kimi Raikkonen en 2012, avec laquelle il a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. La Stewart 1987, avec laquelle Rubens Barrichello a fini sur le podium lors du Grand Prix de Monaco, lors de la même année. Et finalement, la Williams 93, avec laquelle Alain Prost a remporté son 4e et dernier championnat du monde des pilotes. Et il y avait aussi ce festival de fans dans les rues de Shanghai où il y avait une Renault conduite par le pilote junior chinois Guan Yu Zhu qui était là. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais ça n'avait aucun lien avec les festivités des 1000 courses de Formule 1. Je pense que Liberty Media aurait dû équilibrer médias sociaux et festivités en piste et autour aussi, parce que c'était à l'image de la course, très sobre et soporifique. Et aussi, notez qu'il n'y avait pas beaucoup de légendes de la Formule 1. On avait par exemple Damon Hill, Nico Rosberg, David Coulthard, Johnny Herbert, Alain Prost, qui était là, Jos Verstappen, Derek Warwick, mais les noms que j'ai évoqués n'étaient pas là parce que c'était la 1000e course. Ils étaient là parce qu'ils avaient un travail. Certains étaient analystes à la télévision, Alain Prost est consultant chez Renault, et Jos Verstappen est le manager de son fils Max,
Et en plus, Derek Warwick, qui a participé à quelques Grands Prix, est un membre de la FIA en tant que commissaire de piste principale en termes de sécurité des pilotes. Donc un genre de préfet des disciplines. Donc, comme millième course, pour quelqu'un qui est vraiment passionné de Formule 1 depuis longtemps, là, peut-être quelqu'un d'autre comme moi, mais beaucoup plus vieux, ça vous laisse sur un certain appétit. Parce que, je vais prendre l'exemple de Bahreïn 2010. On célébrait les 60 ans de la Formule 1. Il y avait beaucoup plus de voitures. Il y avait un défilé. Je pense même il y avait ça, Jackie Stewart qui était là aussi, qui a marqué l'imaginaire de la Formule 1 autant sur le plan sportif que sécurité, en voulant un sport beaucoup plus sécuritaire. Il était là. Je pense même Nigel Mansell était présent aussi, si je ne me trompe pas. Jacques Villeneuve, bon, lui, Villeneuve était en course NASCAR européenne, mais il aurait été là aussi, mais comme analyste. Donc, tous les noms que je vous ai énumérés étaient présents lors de Bahreïn 2010. Donc, dans le temps, Bernie Ecclestone avait fait le possible pour qu'on célèbre les 60 ans de la Formule 1. Mais là, pour la 1000e course, tout ce qu'on a eu, c'est à savoir à quoi va ressembler la Formule 1 1000 courses plus tard. En fait, est-ce que la Chine va recevoir un deuxième Grand Prix autre que Shanghai? Parce que c'est dans les plans de Liberty Media de plutôt aller accroître le marché chinois, c'est quand même le pays le plus populaire au monde. Donc, il y a un certain intérêt. Est-ce que le Grand Prix des Pays-Bas va revenir aussi à Zandvoort? Mais tout ça, ce n'était pas, en gros, en lien avec les 1000 courses de Formule 1. Donc, moi, ce que je souhaite à l'avenir pour les prochaines courses historiques au plateau important, qu'on fasse un minimum d'efforts, un peu plus d'efforts pour avoir des festivités en piste, pour rendre les fans de Formule 1 nostalgiques. Bon, je sais qu'ils le sont déjà, là. Je sais pas si vous avez vu dans les médias sociaux, là, ça se plaint tout le temps de « Ah, j'aimerais ça que la F1 revienne avec des V8, des V6 et tout. » Bon. Mais, tu sais, le temps d'une course, pour les rendre un peu nostalgiques, pour dire « Ah, oui, je me souviens de cette voiture, de ce moment. » Tout ça, pour les faire titiller en piste, quand ils sont là, quand ils payent leur billet pour aller voir la course. Parce que les médias sociaux, c'est bien, c'est le futur, c'est un bon moyen pour aller attirer le plus de nouveaux partisans et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Formule 1. Mais je pense que le produit lui-même, il doit se retrouver aussi sur les lieux appropriés, c'est-à-dire sur un circuit de Formule 1. Mais bon, la 1000e course est passée, ce n'était pas la meilleure course de l'histoire, on va passer à autre chose. Donc, c'est tout pour le premier épisode du Bulletin F1. On va revenir sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan la semaine prochaine, que j'appelle affectueusement le Crash Fest, parce qu'il y a tout le temps des débris. C'est un festival de débris sur la piste. Il y a des collisions, il y a eu des scandales, il y a eu des controverses. Vettel en 2007. Mais j'espère que le Grand Prix d'Azerbaïdjan de cette année, en fait, sera tout aussi excitante que les deux dernières. Donc, ce sera aussi l'occasion pour Ferrari de revenir après 3 courses difficiles où ils ont fini hors du podium dans 2 des cas, auraient pu gagner une d'entre elles. Et c'est aussi une occasion pour Mercedes d'accentuer leur avance avant le retour du Grand Cirque de la Formule 1 en Europe lors du Grand Prix d'Espagne. Entre-temps, la semaine prochaine, je serai en compagnie de mon co-animateur Brian Rumet et on va revenir sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec nos performances, nos coups de cœur, les contre-performances, les moments cocasses et les moments forts de l'épreuve. On va faire une revue habituelle, comme on le fait par exemple dans le bulletin de notes sur le site bulletinf1.com. Alors, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ça. On est disponible sur Spotify, Stitcher, SoundCloud, YouTube, prochainement sur iTunes et Google Play en attendant que la vérification soit faite. Ça devrait être le cas, mais une fois que ce sera vérifié complètement, on va mettre le lien sur notre site bulletinf1.com. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et
On continue toujours de rouler. Je suis votre animateur Abdoussal et on se retrouve la semaine prochaine. Écoutez F1.